Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons lire Le dit de la roche aux fées de Eugène Royer. Bonne écoute à vous. Le dit de la roche aux fées. Il était une fois, mais quelle idée de commencer ainsi. On se croirait dans un conte. Nous sommes dans un conte. Pourquoi pas un conte de fées? Nous sommes exactement dans un conte de fées. Et il convient donc de commencer ainsi. Il était une fois, je ne vois vraiment pas ce que les fées. Ignorez-vous donc cela? Des messieurs compétents ont calculé le poids de la plus lourde des roches de ce spectacle monument. Et quel a été le résultat de l'opération effectuée par ces compétents messieurs? Ils ont estimé que cette pierre pesait 45 tonnes. C'est un poids écrasant. De toute évidence, le plus musclé de nos arrière-grands-oncles forgerons de père en fils était incapable de la transporter dans son tablier de cuir. Il faudrait un tablier magique? Oui, voilà. Je vais donc vous conter, braves gens, les merveilleux événements survenus au pays des fées par une belle nuit d'été. Chez ces gens, une bonne dame sœur ou cousine de Morgane ou de la subtile Viviane, qui peuplait dans le temps antique les vastes forêts d'Armorique, ont donc un jour que ces dames coquettes causaient Fleurette, tout en disant des jours heureux, l'une d'entre elles soudain, levant une ingénieuse main, prit gracieusement la parole. Les grands nains en voile d'argent bleu s'inclinaient fort curieux, écoutant avec attention la plaisante proposition. Je vais donc vous dire, messieurs, ce que j'ai ouï l'autre dimanche, me promenant dans la clairière, si entre les teuils et les haies. Racontez, racontez, ma sœur, s'exclamaient les fées en chœur. Il y avait devant mes yeux un grand monsieur avec de gros bras, de grosses jambes, une grosse tête, de très longs cheveux et une peau de bête qui lui servait, je crois, de vêtements. Il morigénait sa petite fille, triple idiote, qui lui disait mets bien ceci en ta petite tête. Je te le dis et je te le répète, les fées, c'est de l'invention pure. Les fées n'ont jamais existé. Lors les fées se levaient, les nains s'agitaient, ils l'ont entendu passer comme un frisson courancé, agitant les voiles diaphanes et la parenté de Viviane. Ouvrant la bouche, la jeune fée parla. Tout le monde assis de nouveau l'écouta. Voici, je mets en voie ce petit plan dont préalablement me suis entretenu avec ce vieux chêne chenu qui l'éprouva sans réticence. Racontez, racontez, ma sœur, s'exclamaient les fées en chœur. Nous allons construire ici même un monument d'énormes pierres, de blocs si puissants et si lourds que nulle main humaine, si puissante soit-elle, ne pourra jamais le porter, encore moins le déplacer, et de ces pierres assembler édifier une roche aux fées. Bravo, bravo, ma sœur, diraient les fées en chœur. Nous la construirons, mes amis, dans le temps d'une seule nuit, avec la complicité silencieuse d'une compagne des étoiles. Lorsqu'au matin, Sir Soleil inondera de sa lumière cette clairière, les gens seront tous en extase. Force désormais leur sera même à bipèdes incrédules d'admettre pour toujours l'existence des fées. À toutes ces dames les fées se s'ébaudirent et d'applaudir, en songeant à la bonne farce qu'elle allait jouer à ce méchant bonhomme, qui déclarait avec fluidité qu'il n'y avait pas de fées, et qui, ce matin-là, resterait bouche bée. Sitôt dit, sitôt fait, comme se doit par les dames aux charmantes doigts. Certaines ont à tournement tiré les blocs cyclopéens des carrières de la forêt, d'autres prenaient avec soin ces roches cristeuses dans leurs mains, les déposaient avec adresse dans les tabliers de dentelle, repliés comme d'avant-hier de leur aérienne compagnie. Celle-ci se levait sans peine au-delà des plus hautes cimes de grands arbres de la forêt, la transportait à la clairière distante à plus d'une lieue. Elle confiait alors ses pierres à des fées diplômées en arts et métiers. Elle dressait les unes dans les sols, construisait ainsi, comme on voit, une double puissance parfois. Cependant, d'autres blocs adroitement posés sur les pierres levées formaient une sorte de toit. Lorsqu'elle eut assez de pierres, avec vigueur les fées d'architecte juchaient. Les fées de la force cessaient de creuser dedans la carrière. Les porteuses négligeant lâchaient les quatre coins de leur devantier. C'est bien pour cela que l'on voit ici et là,
à Rumfort, à Forges, à Sonsé ou dans d'autres lieux renommés, des pierres dans le sol, fortement plantées. Cependant, de jeunes artistes poussaient la perfection jusqu'à tailler la pierre de l'entrée en composant une partie triomphale. Dieu sait ce qu'elle aura encore inventé lorsque soudain le coq chanta. Au rive des étangs, les rousseaux frissonnaient, les brises du matin caressaient le grand chêne, l'aurore aux doigts de rose commença à balayer les ombres de la nuit. Lors, dames de fées regagnaient leur lointain palais de nuages et formaient leur jeu d'azur. Alors apparut la merveille. Lors que parut Vénus, l'étoile vespérale, les fées revinrent à pas foutrés, stupéfaits dans leur ouvrage. Désormais, dans toute tribu, nul individu, hiberne ou barbu, chauve ou chauvelu, chétif ou trapu, ne pourra plus nier l'évidence et des faits ignorer l'existence. Lors, en grand liesse, au rythme scintillant des étoiles, a dansé le temps d'une nuit. Or, durant cette même nuit, dissimulée derrière un arbre, la vilaine fée Carabosse les espionnait dans son œil fort. Elle alerta quelques mégères de son milieu, hideuses, grincheuses, quinteuses, rôdoteuses, envieuses. N'osant pas s'attaquer au monument lui-même, elle décidait les vipères, engageant en cœur auteur de lui jeter un sort et de tendre un malfaisant piège à tous les manants qui prirent en état de péché d'admiration de l'ouvrage des bonnes fées. La première passa que Carabosse vit parier. Elle se glissa près de lui. Pourrais-tu dire, mon ami, le nombre exact de pierres ici? Elle posa la même énigme à un second, à un troisième. L'un disait 43 pierres, l'autre niait, non, 39. Les deux manants se disputaient, d'autres bientôt les rejoignirent à leur tour. Ils se querelaient. Voilà-t-il que ces roches sont faites par des gendarmes construits devenaient maintenant un terrain de discorde. Il en vint bientôt aux mains et l'on se battit à grands coups de gourdin. Par ce spectacle consterné, les bonnes fées éprouvaient beaucoup de chagrin. L'une d'elles, d'emblée, proposa ce dessein. Si nous allons prendre conseil près de la sage Viviane, elle qui a eu raison de l'enchanteur Merlin, elle l'emprisonna dans un cercle magique. Les voici donc sur les hauts lieux de Brocéliande, où Viviane leur suggéra de changer un jeu innocent le sortilège méchant élaboré par perverse Carabosse. Depuis ce jour, garçons et filles en mal d'amour de la roche aux fées font le tour et dénombrent séparément la pierre du dit monument. Si la somme est très divine, c'est qu'ils ne sont pas l'un pour l'autre. Mais si le résultat est un peu vraisemblable, c'est qu'ils sont faits pour partager la même table, le même toit, le même lit. Le mieux est donc qu'ils se marient. Mélusine et Viviane, Carabosse et Morgane, n'y croient plus guère aujourd'hui. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués des cerveaux intelligents. Nous savons lire, écrire, compter, calculer, raisonner, organiser, détruire, produire, construire. Nés pour l'action, non pour les rêves. Les savants sont donc venus. Nous voici avec nos armes, nos compas, nos règles, nos équerres, nos pingouins, nos poinçons, nos marteaux, nos lunettes. Nous sommes des théologiques, nous traiter la géologie, toute l'arsenal de la raison et de la science, afin de chasser d'ici la folle du logis et de bouter les ci-devant les fées, hors de la clairière des rêves. Alors les savants ont renié sur notre intègre chauffé. Ils ont observé, mesuré, calculé, analysé, pesé, consulté, discuté, décidé, affirmé. À bout de souffle, ils ont enfin conclu par ces hors du jour historique. Citoyennes, citoyens, du haut de ce monument, 40 siècles vous contemplent. Puissions-nous mettre un berme le trapeau de votre imagination créatrice. Nous affirmons, preuve à l'appui, que l'allée couverte des roches aux fées n'est point l'œuvre de ces étranges dames, mais l'œuvre de la main, de l'esprit, de la force des unis de nos ancêtres. Que se disent la nouvelle voilà des roches en rocher, d'essai aux et aux traitières, et de Marseillais à Zosel, jusque sur les bancs de l'université. On refit le compte des pierres, 41, 10 ans ils espèrent. On mesura le monument, 20 mètres de long, affirment les savants, 2 à 3 mètres de large à l'intérieur. Les pierres de paroi ont une hauteur de près de 2 mètres au-dessus du sol. Les pierres de couverture sont gigantesques. Certaines ont plus de 2 mètres d'épaisseur,
de 5 à 6 mètres de largeur. L'entrée du monument a l'aspect d'un portique majestueux en pierre taillée. Ce portique donne accès à une vestibule, une sorte de narthex. De là, vous pénétrez dans une vaste salle, elle-même divisée en 4 chambres, et fermée par une pierre taillée, à l'image de pierre du portique. Munis de leurs compas, règles, équerres, pinceaux, marteaux, lunettes, machines à calculer, salles de théologie, traités de géologie et autres moyens modernes d'investigation, s'ils étaient satisfaits de leurs constatations, les savants demeuraient en eux-mêmes pensifs. Que se demandaient-ils donc, les savants? Comment des hommes qui ne connaissaient ni la grue, ni le treuil, ni le chèvre, encore moins le camion ou le bulldozer, ont sans doute même pas la roue, ont-ils pu extraire, transporter, dresser, assembler des blocs aussi massifs, aussi pesants? Ils étaient fort perplexes. Nos savants, jetés par les armes précédentes, et se précipitaient avec avidité dans les allées bien couvertes et obscures. À l'histoire des civilisations anciennes, de la préhistoire de cet animal sans pareil, qui se tient sur ses 2 pieds, main libre et tête droite, qui s'appelle l'homme. Ils trouvaient, quoi, les savants? Ils durent eux aussi faire sécréter les glandes de leur imagination. Ils assemblaient les brèves d'explications apaisantes pour les esprits curieux de notre temps. Alors qu'ont-ils imaginé, nos très honorables savants? Ils ont imaginé un gigantesque effort. Tout un clan, sans doute, pour tirer des blocs à la force de ses bras. Les faisant-on basculer, les roulait-on sur de gros troncs d'arbres? Combien de mois, d'années peut-être, pour construire ce monument? Le temps de bâtir une cathédrale, peut-être ceux qui entreprirent le projet ne connaissaient jamais leur joyeux accomplissement. Peut-être avaient-ils l'architecture ou reproduisaient-ils, selon leur génie propre, le modèle venu de loin. Sans doute, après avoir traîné les blocs rocheux sur place, construisaient-ils une sorte de talus. Le bloc verticaux, une fois basculé, se trouvait planté dans le sol. Les blocs horizontaux étaient placés en équilibre sur les premiers. Le travail achevé, combien de temps, combien de peines, combien de morts qui tissaient pour la mener à terme. Le monument dressé, les fêtes se déchaînent. La fête? Mais quelle fête? La grande fête mégalithique, la célébration des pierres sacrées. Pierre sacrée de Bethel, signe de rencontre avec Dieu. Pierre noire de la Kaaba, signe de la volonté de Dieu. Alignement de Carmario. Clocher de Ménèche. Menhir de Chandolan. Menhir de Ramfort. Hymne lipidaire du soleil. Pierre silencieuse. Vous célébrez la chaleur de la vie. L'aube victorieuse des ombres de la nuit. Cairn de Bernanès. Dolman de Locmariaquet. Table des marchands, allées modestes de tressés, roches et fers, les mains des vivants vont assembler. Pour accueillir le corps du trépassé, non pas hommage à la mort, mais célébration mystérieuse de l'au-delà de l'éphémère. Car vous, Pierre, les siècles passants, vous demeurez, ferme, vigoureuse par des millénaires, Pierre, victorieuse de l'usure de temps, vous êtes l'affirmation. Louange secret, procession immobile, émettrance à l'immortalité, surgit des temps lointains de la civilisation mégalithique, présent aux jeux troubles de nos civilisations techniciennes, célébrant par-delà toute fragilité, fragilité des hommes, fragilité des peuples, célébrant toute la pérennité de la pierre, la fête de la vie. Place donc, place à la fête de la vie. Et cette histoire est finie. J'espère que cela vous a plu. Si cela est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire sur ce que vous avez pensé et des suggestions lecture. N'hésitez surtout pas aussi à liker et à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de vous activer la petite cloche ci-dessous pour pouvoir vous recevoir les dernières vidéos. À plus tard!